Lorsqu'on crée ou qu'on reprend une entreprise, on doit s'attendre à un long chemin tortueux et parfois accidenté, durant lequel on fait face à des choix délicats, des difficultés, des moments de doute et des prises de risques. Ce sont ces éléments, mis bout à bout, qui construisent l'expérience et la réussite d'un chef d'entreprise. Dans ce podcast, j'ai voulu partager les témoignages d'entrepreneurs qui vont nous présenter leur parcours afin de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Dans ce 6e épisode, je donne la parole à David Collomb, expert comptable et commissaire aux comptes à Vieuxtannes et Guebwiller. Ce podcast a été créé grâce au soutien de Florent Perrard, agent général d'assurance Allianz à Sulz, Ensisheim et Wittenheim. Bienvenue sur le podcast Parcours d'entrepreneur et bonne écoute. Je m'appelle David Collomb, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Il y a 2 bureaux, un à Vieuxtannes et un autre à Guebwiller dans le département du Haut-Rhin. Ok. Alors c'est un métier, j'imagine, extrêmement intéressant, tu rencontres beaucoup de monde. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce métier-là ? Alors, en fait, j'ai un parcours assez atypique parce que aujourd'hui, les jeunes experts comptables, ils ont une ligne toute tracée dans le cursus, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, j'étais issu d'un bac D. À l'époque, il y avait encore le bac D, biologie, et ne sachant pas vraiment quoi faire à ce moment-là, par pur hasard, je me suis retrouvé à faire un BTS de comptabilité. Et puis finalement, ça m'a plu, alors j'ai continué. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu un parcours un peu particulier. Il y avait l'armée, bah oui, l'armée, ça a aussi interrompu les études. Mais j'ai également été une année prof de piano pour remplacer un ami qui était lui à l'armée. Donc j'étais prof de piano. Et à côté de ça, je préparais mes UV, mes unités de valeur pour les différents examens. Et je me rappelle aussi, après le BTS, j'étais maître auxiliaire à l'éducation nationale. J'ai fait de la formation et de l'enseignement. Et donc, c'était très intéressant. Donc, effectivement, pour arriver à réussir mes UV, mes diplômes, donc il y a un parcours un petit peu particulier avec des détours, des embûches, mais je suis content d'avoir réussi à obtenir le diplôme d'expert comptable. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a plu justement dans la comptabilité ? C'est quelque chose, tu disais, qui t'a plu durant les études. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Alors, effectivement, déjà les études, c'est des études assez équilibrées entre 3 domaines. La comptabilité, bien entendu, mais également l'économie et le droit. Donc, on est expert comptable, mais en fait, il y a trois domaines spécifiques. Et on est donc des généralistes. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, de se rapprocher du monde des entreprises. Et c'est vrai que, en tant qu'expert comptable, on a cette chance de rencontrer énormément de monde dans plein de métiers différents, plein de régimes, de sociétés. C'est vraiment, il n'y a pas un jour où on fait la même chose et c'est vraiment très passionnant. Est-ce que tu avais une ambition particulière justement, si tu voulais simplement devenir expert comptable ou bien tu avais une autre ambition derrière ? Alors, en fait, une ambition particulière, non, je pense pas. Mais il y avait quand même un souhait, et le diplôme m'a permis d'atteindre cet objectif, c'était le souhait d'être indépendant. Et effectivement, je voulais être indépendant, avoir ma propre affaire, et effectivement, c'est pas chose facile quand on démarre à zéro, quoi. Alors pourquoi ce souhait d'être indépendant ? Tu avais déjà eu une expérience avant en tant que salarié ou pas du tout ? Alors oui, disons que le fait d'être indépendant permet effectivement de définir sa ligne de conduite, ses objectifs, la manière de gérer le personnel. Et c'est vrai que quand on est associé dans des cabinets ou dans des gros cabinets, on rentre dans un moule et on peut pas forcément s'exprimer pleinement. Donc c'était le souhait d'être indépendant, de dépendre de personne et de pouvoir créer moi-même mon identité autour de ce cabinet. Quand tu as démarré ton métier, tu as directement créé ton propre cabinet ou tu as d'abord travaillé ailleurs ? Alors oui, j'étais un peu fou quand même parce que à l'époque, bien sûr, en tant qu'expert comptable stagiaire, j'étais dans des cabinets. Après, en tant que diplômé, j'ai continué à travailler dans un cabinet.
Et à un moment donné, j'aurais pu m'associer avec le confrère et j'ai préféré démarrer à zéro. Alors j'insiste sur le point zéro parce que dans la profession, parfois les jeunes diplômés, quand ils s'installent, ils prennent les dossiers qu'ils ont eux-mêmes suivis, et donc c'est pas très élégant vis-à-vis du confrère, de son employeur, hein. Et moi j'ai pas voulu procéder ainsi, donc j'ai vraiment démarré à 0,0. J'ai ouvert mon cabinet et j'étais tout seul. J'avais peut-être 10 clients. C'était les clients que j'avais moi-même déjà à l'époque développés. Et comme j'avais fait de l'enseignement et que cette partie me plaisait vachement, j'ai davantage développé l'enseignement. J'étais donc vacataire à l'université de Haute-Alsace, et justement je donnais des cours dans la matière du contrôle de gestion. J'avais levé de l'examen d'expert comptable là pour le contrôle de gestion. Ça me plaisait beaucoup et ça m'a permis effectivement d'avoir un revenu à côté de celui de l'entreprise qui démarrait vraiment tout petit, quoi. Ok. Et cette entreprise justement, comme tu disais, tu as démarré de zéro. Combien de temps il t'a fallu avant qu'elle puisse vraiment tourner et puis être rentable ? Alors, quand un expert comptable démarre seul, avec très peu de clients, en fait, il a beaucoup de temps de libre. Et j'ai consacré énormément de temps pour des porteurs de projets, pour des créateurs. J'ai vraiment la fibre, étant moi-même un créateur, j'ai vraiment eu la fibre d'aider les créateurs à leur tour, hein. Et donc en quelques années, la clientèle s'est faite. Disons que j'ai engagé mon premier salarié au bout de un peu moins d'un an quand même, hein. Donc il y avait déjà un salarié, un collaborateur qui est encore présent aujourd'hui au cabinet, qui va devenir le directeur d'un des bureaux, et donc ça s'est développé comme ça, tout doucement, en gravissant les marches une après l'autre, hein, sans aller trop vite. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu une opportunité vraiment intéressante, puisque j'étais donc prof à l'IUT de Mulhouse. Je devais visiter une fois par an, ou 2 fois par an, deux étudiants qui étaient en apprentissage chez des confrères. Et grâce à cette visite que je faisais tous les 6 mois chez un confrère, celui-ci a vraiment m'a tendu la perche pour que je rachète son cabinet. Et donc j'ai eu l'opportunité d'une croissance externe sur le secteur de Guebwiller, et c'était vraiment une très belle opération. Donc on a pu reprendre ce cabinet, garder tout le personnel et surtout garder les clients, et donc continuer le développement dans cette vallée du Florival. Ok. Alors reprendre une entreprise, un cabinet dans ton cas en particulier, mais même pour quelqu'un d'autre qui reprend une entreprise, c'est pas toujours quelque chose de facile. Ça peut être piégeux. Quelles sont les choses auxquelles il faut vraiment faire attention quand on fait ça ? Effectivement, une entreprise, quelle que soit l'entreprise, hein, donc il y a plusieurs problématiques. Il faut vraiment faire très attention, et actuellement j'accompagne des personnes qui rachètent des entreprises à des montants très élevés aussi, hein. Et donc premièrement, il faut pas se tromper dans la valorisation de l'entreprise. L'entreprise a une valeur, et souvent le cédant qui a fait toute sa vie dans telle entreprise s'imagine que l'entreprise vaut une fortune, et c'est pas toujours le cas. Il faut effectivement discuter. Et là, j'ai accompagné il y a 6 mois un repreneur d'entreprise. Au départ, le prix était à 700 000 €. Et finalement, on a pu reprendre cette entreprise à 100 000 €. Et 100 000 €, c'était un prix tout à fait juste et correct vis-à-vis de tout le monde. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle tourne. Bon, malgré le Covid, malgré ce qui s'est passé, elle tourne. Il y a une douzaine de salariés. Et puis le repreneur est très satisfait. Donc le premier point, c'est effectivement de pas se planter sur le prix. Parce que si on achète trop cher, ça on peut le traîner pendant 7 ou 10 ans parfois, hein. Donc temps de payer et tout, c'est compliqué. Donc là il y a le prix, ça c'est le premier point. Et après j'ai envie de dire, il faut que l'entreprise qu'on rachète soit comparable à un marchepied, hein. Elle doit permettre à la personne comme un tremplin, de rebondir, de faire encore mieux que le prédécesseur.
Et quand c'est le cas, effectivement, c'est une belle réussite, quoi. Donc, d'utiliser une reprise d'entreprise pour faire encore mieux, quoi. Très bien. Alors, dans ton cas, j'imagine que tu avais déjà une certaine trésorerie. Est-ce que c'est facile, quand on est jeune entrepreneur, de convaincre les banques justement pour suivre? Parce que c'est rare qu'on puisse racheter uniquement avec ses fonds propres. Il faut souvent un appui bancaire ou de partenaire. Alors, dans mon cas, la trésorerie, c'était pas terrible, hein, mais dans mon cas de figure, ayant créé le premier cabinet, à zéro, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au bout de quelques années, j'ai quand même réussi à monter une clientèle, un petit cabinet avec quelques collaborateurs, quelques collaboratrices, et je pense que c'est plus ça qui a donné ma crédibilité pour reprendre l'autre cabinet, parce qu'il n'y avait pas forcément un apport, le banquier a financé l'opération, et pareil, cette opération a pu se faire à un prix tout à fait correct. Je n'ai même pas besoin de discuter le prix, puisque le confrère a tout de suite proposé d'entrée de jeu un prix correct, et donc on s'était mis d'accord. Alors, dans mon cas de figure, plus précisément, il fallait faire attention à une chose, le prix était correct, eu égard au fait que dans les 4-5 ans à venir, on savait pertinemment qu'une certaine liste de clients allait arrêter. Donc ça, on s'était programmé du fait du départ à la retraite principalement, hein. Et donc il est pas facile de garder le repreneur d'un de ses clients, hein. Généralement, le repreneur il a ses propres conseils. Donc ça, effectivement, on a pu le trouver, le discerner, l'évaluer. Et donc, la valeur a été fixée en fonction de ces critères. Ok. Donc, dans ton cas, tu disais que quand tu reprends une entreprise, ça doit être un marchepied. Ça a été le cas pour toi ? Oui, tout à fait, puisque ce secteur de Guebwiller, je connaissais pas. Donc, quand on vient comme ça et qu'on reprend un cabinet avec tout de suite beaucoup de clients de la région, parce que finalement, ceux qui nous amènent des clients, ce sont nos clients. En gros, c'est quand même ça la meilleure pub. Les clients satisfaits parlent de nous et c'est ainsi qu'on rentre d'autres clients. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que le bureau de Guebwiller a pu se développer grâce à ce moyen, effectivement. Donc effectivement, je suis très satisfait avec du recul. Ouais. Okay. Et ça fait combien de temps maintenant ? Alors, comme quelques années, hein. Donc c'était en 2001. En 2001, et moi j'ai commencé en 97. Donc 4 ans après, ça a pu se faire, 4-5 ans après, et donc aujourd'hui je suis très, très satisfait de ces deux cabinets qui fonctionnent en parallèle. Très bien. Alors 97-2001, l'entreprise avait 4 ans. Pour racheter déjà une autre entreprise au bout de 4 ans, alors, moi qui ne l'ai encore jamais fait, ça me paraît ambitieux, ça me paraît beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose de normal ? Est-ce que dans le développement d'une entreprise, ça paraît normal d'en racheter d'autres pour progresser ? Alors moi je crois que c'est une démarche tout à fait normale et propice pour le chef d'entreprise. C'est comme un accélérateur, hein, donc un accélérateur de croissance. Dans la mesure où effectivement l'entreprise rachetée, on est sûr qu'on va conserver les clients, il faut qu'il y ait une récurrence du chiffre d'affaires, une récurrence dans la clientèle, hein. Donc il y a des métiers où c'est le cas, comme chez nous dans l'expertise comptable, nos clients quand ils sont satisfaits, on les garde 15 ans, 20 ans, hein. Mais il y a d'autres métiers où c'est peut-être plus difficile. Donc oui, moi je pense que il y a de plus en plus d'opportunités aujourd'hui du fait de la pyramide des âges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient bien arrêter. J'en connais, ils ont passé les 60 ans, ils aimeraient arrêter, mais ils trouvent pas forcément un repreneur. Et donc les repreneurs aujourd'hui, les plus jeunes, je pense qu'ils ont des opportunités intéressantes puisque il y a moyen de discuter les prix. Quand le chef d'entreprise ne trouve pas de repreneur, très clairement, il y a moyen de discuter le prix et c'est des opportunités pour les jeunes entrepreneurs, je pense. Ouais, tout à fait. D'accord. Par contre, j'imagine qu'une entreprise qu'on veut reprendre, il faut connaître un minimum son métier, savoir comment ça tourne. On peut pas débarquer comme ça en disant, voilà, cette entreprise-là, je me dis pourquoi pas. Oui. Je rachète. Ouais, donc effectivement, il faut être du métier, hein. Faut quand même connaître le métier. Mais ensuite, reprendre l'entreprise, il y a parfois souvent il y a des salariés qui sont en place, donc eux, ils connaissent leur métier, ils savent comment que ça fonctionne. Donc, le repreneur n'aura pas forcément tout à gérer, hein. Donc, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, hein, de cette entreprise à 700 000
qu'on a racheté à 100 000, pareil, le repreneur que je connais maintenant a insufflé une nouvelle dynamique. Il a rajeuni un peu tout ça, le fonctionnement, modifié les logiciels et recruté un commercial. Enfin voilà, il a apporté du sang neuf, et je suis convaincu que cette entreprise qu'il a achetée à un prix tout à fait sympa sera un marchepied pour lui. Ouais. Okay. C'est quelqu'un qui avait déjà une entreprise auparavant, j'imagine? Non, pas du tout, non. Oui, lui, c'est un cas un peu particulier. Il n'avait pas d'entreprise, il était plutôt dans le cadre, dans une entreprise, dans le domaine à peu près similaire. Donc, à un moment donné, il avait envie, effectivement, de changer de statut et à son tour de devenir un manager, quoi, un responsable d'entreprise, quoi. Ok, très bien. Alors, toi, après 2001, quel a été le développement de ton entreprise, après ce rachat? Alors, donc, les deux cabinets, poursuivi leur développement, et puis aujourd'hui, je tiens à rester des cabinets à taille humaine, hein, parce qu'il y a des cabinets d'expertise comptable où vraiment ils sont parfois 40, 50, c'est peut-être plus des ambiances d'usine, et là, je tiens à rester dans des ambiances très conviviales. On connaît les clients, on connaît tout, enfin, je veux dire, c'est pas un numéro, le client, c'est une personne avant tout, hein, qui est précieuse, on la connaît sa vie, et plein de choses qui la concernent. Donc ici à Vieuxtannes, c'est un bureau d'une dizaine de personnes, hein, 10, 12, sachant qu'il y a des apprentis, des personnes à 80%. Et à Guebwiller, c'est un cabinet de 7 personnes, pareil, avec aussi des personnes à temps partiel. Donc on tient à rester à taille humaine. Et là, depuis peu de temps, mon fils, qui est également expert comptable, a démarré un bureau dans le même état d'esprit sur le secteur de Mulhouse. Mais pareil, il a démarré à zéro, comme son père, et je pense que ça va lui réussir. D'accord. Donc j'imagine que c'est un peu toi qui lui a transmis la fibre de la comptabilité? Alors, je sais pas. Disons, à l'époque, quand il devait réfléchir pour son orientation, c'était comme pour moi à l'époque. Finalement, on a un bac, mais on sait pas forcément quel métier choisir. Hein. C'est pas facile. Moi, j'avais toujours dit à Florian, écoute, fais un métier où tu peux devenir indépendant. Hein, le fait d'être indépendant, c'est quand même une belle chose. Et c'était ça ce que je lui disais, un métier où tu peux devenir indépendant. Il avait d'abord d'autres idées, et puis à un moment donné, de lui-même, en fait, c'est venu de lui-même. Il a choisi l'expertise, qu'il a bien réussi, et tout s'est bien passé pour lui. Hein. Dans une carrière, en général, on est rarement sur une pente montante en permanence. Il y a, surtout quand on est indépendant, il y a souvent des coups un petit peu plus difficiles, des moments difficiles à gérer, des prises de risques. Est-ce que toi, tu as eu justement des moments comme ça? Ouais, tout à fait. Donc déjà au départ, hein, donc quand tu démarres à 0,0, c'est vraiment le cas. Bon, c'était pas forcément évident. Au niveau de mes revenus, déjà, j'avais une belle paye avant en tant que salarié. Ah ben, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec mon solde de tout compte. Hein. Puis bon, aujourd'hui, c'est plus la mode des ruptures conventionnelles, mais non, à l'époque, j'avais mon solde de tout compte, basta, et j'ai démarré avec des revenus qui ont chuté, hein, très clairement. Quoi. J'étais content d'avoir mes revenus d'enseignant à Mulhouse, hein. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir goûté aussi le fait d'avoir des petits revenus et de monter comme ça tout doucement. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des moments où, comment dire, nous, nos clients ne sont pas remboursés par la Sécu, hein, donc nous, nos clients, ils payent, quoi. Hein, et donc, ça veut dire que il y a effectivement parfois des périodes qui sont un peu plus difficiles en termes de trésorerie. C'est vrai qu'il y avait eu la crise à l'époque de 2009-2010, dans cette période-là, et les clients, on en avait toujours, mais c'est vrai qu'au niveau de la trésorerie, il fallait être vigilant parce que les délais d'encaissement des honoraires étaient un peu plus longs. Donc effectivement, faut être vigilant, et puis il faut créer un bon partenariat avec son banquier, hein, parce que comme tu dis, de temps en temps, on a aussi besoin d'un petit coup de pouce. Et oui, bon, je pense qu'il y a des hauts et des bas dans tous les métiers. On a des hauts et des bas, et on est un peu tributaire de la conjoncture. Hein, donc, alors là maintenant, c'est le Covid-19. C'est vrai que c'est une grande pagaille qui s'est établie, mais nous, pour l'instant, on a plutôt eu une surcharge de travail, quoi. Vraiment, là, c'est l'inverse.
mais une surcharge de travail qu'on n'a pas vraiment, qu'on n'a pas forcément facturé à nos clients, quoi. Hein, c'était plus pour les aider, pour leur rendre service, les fidéliser. Et vraiment, je rends hommage à l'ensemble de mon personnel hein, qui était présent hein, sur le ponton, au bureau ou en télétravail, pour faire face à cette pandémie. Et puis c'est vrai qu'il y avait subitement un grand stress hein, chez nos clients. Il fallait s'occuper du chômage partiel, plein de choses. Donc voilà, la priorité c'était d'aider nos clients à passer la crise. Hein, et puis beaucoup d'entre eux aujourd'hui relèvent la tête. Alors justement, comme tu le disais, là, dans une entreprise, il y a forcément une sorte de partenariat qui se crée avec d'autres métiers. Le banquier, le comptable également, c'est un partenaire privilégié. Quels sont justement les partenaires qu'il faut privilégier et qu'il faut vraiment avoir autour de soi quand on monte son entreprise? Bon, disons que effectivement, bon, le banquier, il a un rôle important, l'expert comptable aussi. Hein, donc ça, c'est sûr que il n'est pas obligatoire d'avoir un expert comptable quand on crée son entreprise, mais c'est tellement compliqué qu'il est très souhaitable d'être accompagné d'un expert comptable qui se rapproche de vous, qui pourra vous écouter et vous conseiller hein, dans votre développement. Et ensuite, il faut aussi bien être assuré, ça c'est important aussi. Hein, parce que moi je suis plutôt défenseur du statut de TNS, travailleur non salarié, donc plutôt la SARL, bon ça dépend, pas systématiquement, mais et dans ce cas de figure, effectivement, il faut veiller à ce que des clients soient bien assurés, les complémentaires, la prévoyance, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Hein. Donc là, il faut un bon assureur. Et ensuite, j'ai envie de dire, il faut pas partir la fleur au fusil. Je pense que c'est positif de faire partie d'un réseau et c'est un peu la mode maintenant des réseaux, hein, des réseaux d'affaires. Mais moi, j'ai le plaisir de faire partie du réseau BNI, hein, BNI Florival en l'occurrence. Et c'est quand même très sympathique de ne pas être isolé, de rencontrer du monde qui ont chacun des problématiques similaires. Hein. Donc j'ai envie de dire pour le chef d'entreprise de ne pas s'isoler, quoi. Et puis effectivement faire partie d'un réseau, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui revient souvent dans les podcasts que j'ai déjà pu faire, justement, c'est les rencontres, c'est le réseau un petit peu. Est-ce que toi, au courant de ta carrière, notamment au début, il y a des rencontres particulières qui t'ont permis, qui t'ont aidé, qui t'ont permis d'avancer dans ta création d'entreprise ou dans ton développement d'entreprise? Alors, grâce à mes cours à l'IUT de Mulhouse, effectivement, il y a eu cette rencontre de ce confrère à Guebwiller, parce que à Guebwiller, la plupart des experts comptables de la place voulaient le racheter avec insistance, et lui ne voulait pas les confrères de la place, il voulait que ce soit moi. Donc là, c'était vraiment une rencontre particulière qui a permis cette croissance externe. Mais après, il y a eu d'autres rencontres encore. C'est vrai que, comme j'avais dit, initialement, j'avais démarré à zéro. Donc tous mes clients dont je m'occupais, je les ai pas récupérés, je les ai laissés là où je travaillais auparavant. Mais le hasard de la vie a fait que, je sais pas en quelle année c'était, peut-être vers 2015 ou un peu avant, hein, j'ai pu faire une TUP. Alors une TUP, c'est une fusion simplifiée avec un cabinet qui lui avait à l'époque repris les dossiers que moi j'avais. Et donc via cette fusion, j'ai pu récupérer une partie des clients dont je m'occupais moi-même à l'époque. Et donc c'était très sympathique comme opération d'intégrer deux collaboratrices et un petit portefeuille dont la plupart c'était ceux que moi-même je m'occupais à l'époque. Donc là aussi une rencontre très positive effectivement. Créer son entreprise, ça prend beaucoup de temps, surtout au départ. Quand tu démarres seul, j'imagine que tu comptes pas tes heures. À côté de ça, c'est peut-être compliqué d'avoir une vie de famille. Comment tu as pu gérer ça? Une vie de famille, une vie personnelle, simplement. C'est une très bonne question parce que je suis très sensible à ce sujet-là parce que quand j'ai démarré en 97, à zéro, c'était quand même difficile. J'ai investi énormément de temps pour les créateurs, pour mes futurs clients. Et c'est vrai que en gros, 10 ans après, donc en 2007, 2008, dans ces eaux-là, j'étais un peu affaibli.
j'étais pas dans un schéma de dépression, non, mais un peu comme ça, affaibli, manque de tonus, etc. Et puis ma femme, elle avait observé ça, puis elle m'a envoyé chez une nutritionniste qui a fait un petit bilan de santé, comme ça, et elle s'était rendue compte que mes neurotransmetteurs étaient déjà assez bas. Neurotransmetteurs, c'est tous les in, dopamine, sérotonine, tout ce qui donne un peu du tonus et d'énergie. Et elle me dit, ça c'est le résultat de 10 ans de travail. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a rappelé effectivement mes 10 ans de travail où j'étais à fond. Donc effectivement, attention, le chef d'entreprise, le créateur, il est probable qu'il va se donner à fond, il va travailler dur, et à un moment donné, il va peut-être le faire au détriment de sa famille, au détriment de sa santé personnelle. Donc effectivement, il faut à un moment donné trouver un rythme de vie, un rythme de travail qui soit tout à fait compatible pour rester en bonne santé. Parce que le but, c'est ça, hein, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Hein, il faut tenir la distance, mais effectivement j'ai connu à un moment donné effectivement ces préoccupations, mais je suis très conscient, et du coup quand je rencontre un de mes clients dans un schéma d'hyper stress, d'hyper activité, moi je les calme. Je pense notamment à un kiné qui bossait tous les jours du lundi au vendredi. Alors, a priori pas le samedi, hein, mais du lundi au vendredi, de très tôt le matin, très tard le soir, pas de pause à midi. Enfin, c'était épuisant. Il était épuisé. Et moi, je lui ai dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, vous choisissez une demi-journée dans la semaine. Il a pris le mercredi. Vous mettez une croix dans votre planning. Il a barré le mercredi après-midi et il fait de la moto. Voilà. Et donc finalement, il a en milieu de semaine une demi-journée de libre pour se balader, faire autre chose, déstresser. Hein, et il n'a pas pour autant baissé ses revenus, mais il a gagné en qualité de vie. Donc c'est important effectivement de veiller à ce que mes clients ne tombent pas dans un délire, le délire de la suractivité, bosser comme des fous, parce qu'à un moment donné, la mécanique, elle faiblit, quoi. Alors c'est quoi le secret justement, parce qu'on se dit au départ, moi il faut absolument que je bosse pour rentrer de l'argent. Si je me bloque une demi-journée, je vais forcément perdre de l'argent. C'est quoi? C'est recalculer à ce moment-là son compte de fonctionnement. Je pense qu'au départ effectivement on n'a pas le choix, il faut y aller, quoi. C'est normal, il faut y aller, il faut créer quand même une structure de base qui dégage un revenu. Je pense qu'au départ c'est le chemin obligatoire, il faut passer par là. Il faut mouiller sa chemise, comme on dit, hein. Et puis il faut donner beaucoup de sa personne, beaucoup de temps, parce que si on croit vouloir tout facturer, c'est pas possible. Il faut forcément donner avant de recevoir, et ça c'est le cas, je pense, de tout le monde. Je pense à quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques années, tout à fait par hasard au bowling, et il était à côté de moi. C'est le fameux Philippe Bosque. Et ce monsieur, je l'avais connu dans le temps, et donc lui, c'est quelqu'un qui a réussi dans la coiffure. À un moment donné, il avait plus de 2000 coiffeuses à domicile. Il a vraiment fait une belle réussite. Et à un moment donné, il a vendu son entreprise. Enfin, après je connais pas tous les détails, mais il a fait une très belle réussite, ce monsieur. Et quand je l'ai rencontré par hasard, il m'a dit, David, je vais te donner mon secret. Alors je dis, waouh! Le secret de Philippe Bosque, je me dis, écoute, je t'écoute, ça m'intéresse de savoir quel est ton secret. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu vois, quand je développais mon entreprise, durant la semaine, je me prenais une demi-journée de libre pour faire n'importe quoi. Se balader, se promener, réfléchir, sortir du stress, faire n'importe quoi. Et il m'a dit que c'est à ce moment-là que les idées venaient. Donc je pense que c'est important effectivement d'arriver à se libérer du temps pour faire tout à fait autre chose et reposer l'esprit et trouver de bonnes idées, de bonnes opportunités. Donc c'était son truc. Alors j'essaie de l'appliquer pour moi, c'est un peu difficile parce que le premier semestre de l'année est vraiment très chargé, donc là c'est impossible de faire ça. Mais le second semestre, effectivement, dans mon cas de figure, il est moins lourd et j'essaie effectivement de mettre en œuvre ce conseil d'avoir une demi-journée de libre pour faire autre chose, du vélo et trouver de bonnes idées.
À côté de tout ça, justement, je sais que tu participes à certains projets humanitaires. Tu peux en parler un petit peu parce que j'imagine que ça aussi, ça te permet de te libérer. Ouais, bah c'est effectivement, merci de me brancher sur le sujet. Effectivement que j'ai eu l'occasion d'adopter 2 enfants sous mes 3. Et dans un cas de figure, je suis resté impliqué au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans une association, on s'occupe d'enfants de la rue. Et donc, par le parrainage, hein, on n'est pas une grosse structure, hein, on a une 50aine de gamins et à peu près, 35 parrains réguliers, donc on n'est pas tout à fait à l'équilibre. Mais c'est vrai que cette action, ça me change les idées, effectivement. C'est important pour moi de faire tout à fait autre chose, de me rendre utile. Et jusqu'à présent, tous les 2 ans, j'allais sur place, voir un peu ce qui se passe, vérifier les comptes. Bon, maintenant, avec le terrorisme et tout ce qui se passe dans le Sahel, ça va être plus compliqué, mais néanmoins on peut les aider à distance, hein, donc les flux financiers ou bien le contrôle par scan, on peut tout gérer à distance, hein. Et effectivement il y a le Burkina Faso, cette association qui s'appelle Canaan en Afrique. Mais j'ai aussi l'occasion d'accompagner mon docteur, mon généraliste, il m'a embarqué avec lui au Népal pour une mission humanitaire, c'était en octobre-novembre 2019, et donc on a pu soigner les gens. Moi j'avais plus la fonction d'ophtalmologue, hein, donc voilà, on a vérifié la vue des gens, des enfants aussi, et puis on avait des centaines de lunettes avec nous, des lunettes toutes neuves, vraiment impeccables, qu'on a pu proposer aux personnes qui en avaient besoin. Et quand un Népalais vous faisait le coup de pouce pour vous dire que c'était impeccable, donc là on avait une satisfaction d'avoir été utile dans des régions en fait très pauvres, hein, parce qu'on n'était pas dans les zones touristiques, hein, dans les endroits très pauvres, et on rencontre là-bas des gens absolument extraordinaires. Quand on est parti, il y en avait qui pleuraient, donc c'était très très touchant, quoi. Et effectivement, ma seule envie, c'est d'y retourner un jour, hein, donc on verra. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important justement de s'impliquer dans ce genre de choses, notamment quand on a une vie professionnelle dans laquelle on a déjà bien réussi? Est-ce que c'est une sorte de juste retour des choses où tu gagnes de l'argent et t'es content de pouvoir en investir à côté? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment très personnel que tu aurais peut-être même fait dans une autre carrière? Est-ce que comment tu vois ça? Moi, je pense que ça doit fonctionner dans les 2 sens. Effectivement, j'ai reçu beaucoup, mais à un moment donné, il faut aussi donner. Et ça sera profitable à d'autres qui vont recevoir et qui à leur tour pourront donner. Moi, je pense que c'est important de ne pas vivre égoïstement dans son coin, d'être... Moi, je suis plutôt d'une nature généreuse, mais je crois sur ce principe. J'ai reçu, à un moment donné, il faut aussi donner, et mettre le pied à l'étrier à d'autres personnes, et ainsi de suite, ouais. Et pourquoi avoir choisi justement peut-être le Burkina Faso d'un côté et puis Népal de l'autre? Il y a également des associations ici dans le secteur. Est-ce que tu agis également sur d'autres choses? Alors pour le Burkina, c'était consécutif à l'adoption, hein, donc là effectivement le chemin est un peu tracé. Pour le Népal, c'est une association effectivement locale, c'est Rêve Népalais. Petite association qui fait vraiment beaucoup de boulot, hein. Ils construisent chaque année 1 ou 2 écoles, des bâtiments pour les écoles au Népal. Et là, depuis peu, il y a en même temps des missions médicales qui sont organisées. Mais voilà, au départ, c'est une association locale de Tannes. Ouais. Rêve Népalais. Alors, pour revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat, toi, tu as la chance, c'est ton métier, tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, des créateurs, des repreneurs, des personnes qui sont peut-être déjà dans le métier depuis longtemps. Est-ce que tu as un exemple ou deux de choses un petit peu extraordinaires, de quelqu'un peut-être qui se lance, je sais pas, sans trop savoir où il va et qui finalement a une grande réussite Alors, ouais, je pense à quelqu'un de précis. Alors, je peux pas citer le nom, hein. Nous, on est toujours dans le secret professionnel. Mais c'est des amis que je connais depuis de longue date. Ils ont une entreprise dont, allez,
dans le secteur du bois, hein, voilà. Et donc le papa a déjà pris sa retraite, mais il y a le fils qui a beaucoup d'énergie. Et donc ils ont créé une structure au Sri Lanka, effectivement, pour créer un partenariat avec le Sri Lanka, puisqu'il y a du bois à ce niveau-là. Leur entreprise se développe vraiment bien, on sent qu'il y a de l'énergie là derrière. Et eux sont actuellement sur un projet de rachat de 2 entreprises. Donc ça va. À mon avis, ils ont toutes les chances d'y arriver parce que, comme je disais tout à l'heure, la pyramide des âges est telle qu'un jeune motivé aujourd'hui, ben il peut trouver. Alors après, le prix de départ de cette entreprise, je crois qu'il parlait 2,4 millions, c'était complètement ahurissant le prix des ventes des cessionnaires là. Et moi j'aurais expliqué non là vous êtes complètement à côté. Alors moi j'étais plutôt à 1,2 million, 1,3 million, et les banquiers sont de notre avis. Cette affaire n'a pas encore abouti. Je pense qu'on va certainement l'obtenir à 1,5 million, avec également un intéressement sur l'augmentation du chiffre. Mais voilà, de temps en temps, on rencontre comme ça des personnes qui font de belles réussites et c'est vraiment une satisfaction d'accompagner ces clients, hein. Mais d'une manière plus générale, il y a des statistiques qui existent. Alors, parfois on dit voilà le taux d'échec au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, enfin il est vachement important. J'ai pas le chiffre en tête le taux de défaillance, mais ce que moi je peux dire, depuis 97, le taux de défaillance de tous ces gens que j'ai accompagnés est extrêmement faible. Sincèrement, je suis très content. On a très peu de casses depuis 97 quand même, hein. Et ça c'est important parce que on n'aime pas quoi quand un client il dépose le bilan, quand il y a un problème, on n'aime pas ça quoi. On aspire à ce que nos clients réussissent, mais c'est vrai que je peux observer quand même très peu d'échecs finalement quand les gens sont bien entourés quoi. Alors justement, quand une entreprise est en difficulté, qu'est-ce que le comptable ou l'expert comptable peut faire pour aider cette entreprise? Alors déjà, il faut voir les prix, les marges. Exemple concret. Ma femme m'a envoyé l'autre jour à Leclerc pour nettoyer une couette. C'est un gros truc, quoi. Ça remplissait un caddie. Moi, ça m'a embêté d'emmener ce truc-là au magasin. Enfin, bref. J'ai amené ma couette et ça a coûté 13,50 €. Et quand je l'ai récupéré 8 jours après, moi je connais pas ces gens, ils sont pas clients chez moi, hein, mais j'ai dit à la personne, j'ai dit mais attendez, 13,50 €, mais votre prix est ridicule. Je lui ai dit votre prix est ridicule, vous pouvez demander plus, puisque moi vous m'avez rendu un énorme service, personne ne sait laver lui-même sa couette, donc il y a un service, un travail que vous avez fait, que vous valorisez 13,50 €, moi je leur ai dit, à mon avis, ça colle pas. Et la vendeuse, elle me dit oui, j'ai déjà dit ça à la patronne. Donc et apparemment c'est pas la patronne qui m'a reçu, mais voilà, donc il faut déjà faire attention dans la structure des prix. Il faut que les gens y gagnent leur sous, quoi. Hein. Donc si les marges sont trop faibles, j'explique aux clients, bah il faut travailler les prix, il faut voir. Moi j'ai un client dans l'informatique. Alors la vente, ils ont quand même des marges très faibles en vente parce qu'ils sont concurrencés par Internet. Là, ils sont embêtés. Mais ils ont une force énorme, c'est le service. Et là, j'ai dit, mais attends, il faut valoriser le service parce que pour vous, quelqu'un débarque chez vous avec son ordinateur, pour vous, c'est réglé en un quart d'heure, mais c'est pas parce que c'est réglé en un quart d'heure que ça vaut rien. Pour le client, c'est énorme. Vous avez réussi à enlever un virus, sauvegarder des trucs, et donc ce service a un prix. Donc à moi d'expliquer à mes clients de bien valoriser leurs prestations. Et entre-temps, il a changé sa façon de faire, et puis voilà. Donc le but pour que les clients ne se cassent pas la figure, c'est de les accompagner et déjà de veiller à ce que ils aient une marge normale dans leur business, hein, qui soit bien facturé. Et puis ensuite, c'est vrai que le dépôt de bilan, il tombe pas du ciel en un coup. Ça, on le voit venir longtemps à l'avance.
longtemps à l'avance, on le voit venir, donc longtemps à l'avance, on peut dire attention, surendettement, ceci, cela, enfin bon, pas faire d'erreur, ne pas investir n'importe quoi, n'importe où. Donc c'est pas forcément une fatalité qui tombe brutalement, c'est quelque chose qui vient doucement. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme le syndrome de la grenouille. Hein, Steve, je sais pas si tu connais cette histoire de la grenouille. Une grenouille, tu la mets dans un bocal d'eau que tu chauffes progressivement. Elle se rend pas compte, mais à un moment donné, son cœur s'arrête et elle meurt. Alors que si tu mets une grenouille brutalement dans de l'eau chaude, elle va immédiatement sortir. Donc, ça veut dire que quand on est dans un certain environnement, on se rend pas compte que ça chauffe. Et il faut des regards extérieurs, l'expert comptable, je pense, en est un, pour dire attention, ici il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui est en train de chauffer. Ça va pas. Et si on rectifie pas le tir, c'est comme la grenouille, à un moment donné, le cœur va s'arrêter. Mais donc effectivement, il faut veiller en amont pour pas que ça se produise, parce qu'on veut pas que nos clients tombent. Ça, on veut pas, quoi. Donc la relation entre l'entrepreneur et puis l'expert comptable, ça va être une relation privilégiée de confiance et surtout d'écoute. Il faut que l'entrepreneur, il écoute son expert comptable et ses conseils. Ouais, effectivement, c'est une relation privilégiée qu'il faut mettre en place, d'écoute, mais je vais parler d'un client qui m'a pas écouté, qui a vraiment fait de grosses bêtises. Bon, moi j'étais là pour donner le conseil. Il avait déjà bien réussi dans ses affaires et il a réussi à vendre son fonds de commerce à quelqu'un qui a repris. Donc là, il a eu un beau chèque. Ok, un beau chèque, très bien. Mais le repreneur l'a embobiné dans une affaire d'import-export avec la Chine. Et tout ce qu'il a gagné de la première vente, il a investi dans la nouvelle structure où il a tout perdu. Et moi, j'avais dit de ne pas faire ça. Quand on vend, effectivement, le fruit de son travail, il faut le valoriser, il faut le sécuriser. Et ayant mis tout cet argent avec cet homme qui est devenu en fait son associé, pour des projets avec la Chine, un peu hasardeux, il a réellement tout perdu, quoi. Alors ça me fait mal au cœur, et encore, quand je le croise de temps en temps, ça arrive très rarement, il me dit encore qu'il aurait dû m'écouter, mais le mal, il est fait, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait des relations de confiance, de dialogue, d'échange. On n'est pas forcément d'accord, avec les clients, mais il faut parfois parfois ça frotte un peu, quoi. Moi, je pense que c'est important parce que si l'expert comptable vous dit toujours oui et amen, c'est le meilleur moyen pour aller dans le mur, hein. Je crois que de temps en temps, il faut qu'il y ait de la résistance, dire attends, stop, moi je ferai pas ça. Et au risque de perdre le client, parce que du coup, le client il va dire ouais, mais mon expert comptable ne va pas dans le sens que je veux, je vais le dégager, j'en prends un autre. Mais non, je pense que c'est bien quand il y a des échanges contradictoires, quoi. Et en trouver ensemble le bon chemin, quoi. Alors effectivement, l'expert comptable, relation privilégiée. Un avocat, est-ce que c'est également quelque chose qui est recommandé pour une entreprise, un entrepreneur, au minimum au départ? Alors, moi, effectivement, quand on crée des sociétés, très souvent, on s'associe avec un avocat. Un avocat droit des affaires, qui va s'occuper de toute la partie juridique. Mais après, l'avantage, c'est que cet avocat, il va rester à vos côtés, donc c'est toujours positif, donc voilà, même si on est une petite structure, c'est positif d'avoir un conseil juridique à portée de main, qu'on peut appeler à tout moment aux heures de travail. Et puis bon, après les avocats, c'est plus dans des besoins très spécifiques, si malheureusement vous devez faire un licenciement qui est un peu compliqué, il vaut mieux passer par un avocat mais spécialisé en droit social. Et voilà, pour pas faire de bêtises, quoi. Mais c'est important effectivement d'avoir des compétences, mais via l'expert comptable, le client il a ce réseau, parce que moi j'ai effectivement mis en place un réseau avec plein de professionnels, et donc via mon réseau, je le fais profiter à mes clients quand je discerne un besoin particulier, quoi. D'accord. Est-ce que toi, tu sens que tu as encore un autre rôle à jouer auprès des entrepreneurs?
Est-ce que tu as un rôle de conseil des fois simplement, comme tu dis, tu le faisais au départ quand tu t'es lancé? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui? Quelqu'un qui a un projet, qui hésite, est-ce qu'il peut venir te voir pour en discuter, voir si c'est viable ou pas avant de se lancer vraiment dans le bain? Alors, ouais, effectivement, disons que quand j'étais jeune expert comptable, donc bon, il y a peut-être un tempérament différent, mais aujourd'hui, j'ai 55 ans, hein, c'est mon âge aujourd'hui, et puis effectivement, je pense que toutes les années d'expérience, tout le vécu, je pense que c'est profitable, effectivement, même un jeune entrepreneur, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a fait un certain parcours, qui a rencontré beaucoup de situations. Je pense que c'est important. Il y a un moment de ça, il y a assez longtemps, je me rappelle plus quand c'était, j'ai moi-même eu l'occasion de rencontrer un confrère qui était beaucoup plus âgé que moi et qui faisait du coaching. Et c'était vraiment sympa de le rencontrer, quelques reprises, hein, j'ai pas fait quelques reprises, quelques séances de coaching avec lui. C'était intéressant parce qu'effectivement, il avait 10-12 ans d'avance sur moi et il m'a vraiment donné de bons conseils à l'époque. Donc c'est important effectivement d'aller vers des gens qui ont un certain vécu, hein, pour pas faire des bêtises, hein, je pense. Pas rester centré sur son idée, sur son projet, sans s'ouvrir aux autres. Ça risque d'être un piège, ça, justement. Ouais, moi je pense qu'il faut pas hésiter à échanger. Je crois qu'il faut pas hésiter à échanger, discuter les uns avec les autres. Après, il faut pas forcément discuter avec trop de monde parce qu'après il y a la confusion qui s'installe. Mais repérer les gens que vous considérez être de bons conseils et effectivement discuter avec ces gens-là, quoi. Alors c'est pas forcément donné à tout le monde justement de rencontrer ou d'aller voir directement ces personnes-là pour leur demander conseil. Est-ce qu'il y a un moyen justement de rencontrer des personnes comme ça? Tu parlais tout à l'heure de réseaux professionnels, de réseaux d'affaires. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut aider également? Maintenant des moyens, effectivement, moi je pense que oui, les réseaux, je parlais de BNI ou rencontrer d'autres, c'est toujours positif, je pense. On discute avec d'autres personnes, c'est ne pas rester dans sa tour d'ivoire, dans ses convictions. Je pense que c'est important d'être, mais ça demande quand même une certaine humilité, je pense, parce que si le chef d'entreprise il est droit dans ses bottes, sûr de tout ce qu'il fait, c'est le meilleur, c'est tout ce qu'on veut, c'est parfois délicat. Et moi je pense à un client que j'ai perdu, mais je vais vous raconter cette histoire parce que cet homme était déjà très endetté, à un niveau de revenu très élevé quand même, hein, vraiment très élevé, mais aussi très endetté parce qu'il avait déjà fait des opérations de défiscalisation, des trucs, n'importe quoi. Et il m'avait demandé conseil quand même, il a quand même demandé conseil pour faire à l'époque un achat à l'île de la Réunion dans le cadre de la loi Girardin. C'était un petit F2, un petit F3, enfin perdu dans les bananeraies là, et le prix était de 500 000 €, mais lui ne voyait que le crédit d'impôt sur 5 ans de 50% à l'époque, c'était un truc de fou. Donc il voyait 250 000 € de crédit d'impôt, et lui 50 000 € par an sur 5 ans, ça l'arrangeait bien parce que c'était en gros ses impôts pour plus en payer. Donc il ne voyait que ça. Et moi je sentais pas cette histoire parce que 500 000 € pour un petit F3, ça me paraissait un peu cher, quoi. Hein. Alors je lui ai dit, hop, comme il était branché sur Google et compagnie, je dis allez voir une agence immobilière à Saint-Denis-la Réunion. Et c'était vite fait. Et il voit un F3 au bord du port, un endroit vraiment génial, quelque chose de bien, quoi, dans une ville et pas dans les bananeraies. Et le prix, 250 000 €. Et là, je lui ai dit, voyez, le vrai prix, c'est ça. C'est pas 500 000. 500 000, c'est une turpitude de la loi Girardin. Vous achetez le cadeau fiscal, mais vous n'achetez pas un bien au prix qu'il faut, quoi. Et donc, à l'époque, je lui avais dit, pour pas le décevoir, à votre place, moi je ferais, je sais pas si c'était 2 bien. Je me suis dit, vous faites 1 ou 2 appartements en 2 bien. Là, il y a moins d'avantages fiscaux, mais au moins c'est plus sûr, on peut mieux gérer. Et puis, finalement, il n'avait rien fait. Et l'année suivante, il m'a dit que c'est à cause de moi qu'il payait beaucoup d'impôts. Alors j'ai dit, bon allez, c'est pas grave, on arrête là. Il n'a pas écouté. Donc là, c'est quelqu'un, effectivement, un peu droit dans ses bottes, qui n'écoute pas, qui fait n'importe quoi, parce que le cadeau fiscal, il l'aurait eu durant 5 ans, mais le prêt de 500 000, il l'aurait eu pendant 15 ans. Et là, il aurait eu de gros problèmes pour 10 ans qui suivent. Hein. Donc, bon voilà, donc je pense qu'il faut avoir une certaine humilité.
pour accepter qu'on ne sait pas tout et puis qu'il faut rencontrer d'autres, quoi. Alors justement, là tu parlais un petit peu de tout ce qui est immobilier. Quand on est entrepreneur, il y a un moment où peut-être on a réussi à bien gagner sa vie, à mettre de l'argent de côté. On a envie de sécuriser un petit peu tout ça. Est-ce que l'immobilier aujourd'hui, c'est encore quelque chose où ça vaut le coup d'investir? Alors, moi j'ai envie de dire la chose suivante. À l'entrepreneur, il crée un business qui lui procure un revenu, mais il faut avoir en ligne de mire la création du revenu de remplacement le jour où on arrête de travailler. Et donc, c'est pas avec les cotisations qu'on va payer durant toute sa vie dans des caisses obligatoires, c'est pas avec ça qu'on aura un jour une retraite. On n'aura pas grand-chose de ces organismes qui sont limite de la faillite, hein, ça colle plus. Hein. Et donc, effectivement, en parallèle au business de l'entrepreneur, en parallèle, il faut qu'il ait cette démarche d'investir. Et l'immobilier est intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de levier. Puisque on joue sur le fait qu'il y a un locataire qui paiera une partie, et donc effectivement il faut avoir ce réflexe de ne pas bosser que pour son affaire, hein, qui procure un revenu certes qui est nécessaire, mais il faut aussi penser à avoir du temps pour bosser à côté pour autre chose qui va un jour vous procurer un revenu de remplacement. Moi je pense à une cliente, ils ont acheté un grand gîte, dans les Vosges, donc ils l'ont pas acheté trop cher, mais voilà, ils arrivent à le louer en meublé en plus, la fiscalité du meublé est très intéressante. Donc, pendant 15 ans, c'est pas spécialement intéressant, parce qu'ils doivent rembourser la dette, mais après, ils auront un bien qui va effectivement générer un revenu de remplacement significatif, quoi. Et là, j'ai parlé du meublé tout à l'heure. Tout le meublé, il y a pas de cadeau fiscal direct comme les lois Girardin ou tout ce qui existe actuellement, hein. Mais vous avez un avantage fiscal, c'est de pouvoir amortir l'investissement et de créer une charge, et donc de ne pas avoir de fiscalité ou très peu de fiscalité sur le meublé. Donc c'est un moyen de créer un patrimoine immobilier. Mais il y a aussi le patrimoine immobilier de l'entreprise. Si la personne peut un jour acheter ses ateliers, construire quelque chose, c'est aussi intéressant parce qu'il sera lui-même son propre locataire, et donc tout en créant un investissement immobilier. Donc effectivement, je pense que l'immobilier est un vecteur intéressant en parallèle au business de l'entrepreneur. Ok, très bien. Alors là, tu disais justement, l'idée, c'est de voir le revenu de remplacement. Donc après, quand on s'arrête de travailler, est-ce que c'est quelque chose à laquelle on doit déjà penser quand on se lance, quand on crée l'entreprise, pour ne pas rater peut-être des bonnes occasions? Bon, ou c'est un peu tôt et il vaut mieux attendre déjà que l'entreprise tourne? Voilà, il faut quand même que l'entreprise tourne, hein, qu'on ait quand même atteint un certain niveau de revenus. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément tarder, hein, je veux dire... Là, j'ai une jeune cliente, elle a commencé il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, et une kiné, hein. Alors, je lui avais tout de suite parlé de ses investissements dans le meublé. Je lui ai dit, tiens, pourquoi pas acheter un appartement étudiant à Strasbourg? Comme ça, je dis à tout hasard. Ah ben, un beau jour, elle m'appelle, elle me dit, hop, c'est fait. Voilà, hop, elle a trouvé un appart à un prix tout à fait correct, proche d'un arrêt des trams, donc ça c'est vachement intéressant. Et donc elle a commencé avec ce bien. Ça fonctionne très bien au niveau de la location, mais aussi au niveau fiscal. Donc il y a vraiment, elle a compris quelque chose qui marche. Et là maintenant elle envisage d'acheter un immeuble entier, voilà, parce qu'elle a compris comment gérer. Elle est jeune. Elle peut faire des prêts sur des durées 15 ans, 20 ans. Donc effectivement, il faut pas commencer trop tard, sinon on n'arrivera pas à grand chose. Je me souviens à l'époque un médecin de Chamonix m'avait appelé ou de la région. J'étais un peu honoré qu'il m'appelle moi ici en Alsace. Monsieur Collomb, j'aimerais des conseils pour ma retraite. Alors je dis ok, très bien. Vous avez quel âge? et le monsieur, je crois qu'il avait 62 ans. J'ai dit, bon, aïe.
Alors j'étais un peu gêné, mais c'est sûr que c'est pas à 62 ans qu'on commence, quoi. Hein. Il faut commencer, je sais pas, à 30 ans. Voilà, quand on a déjà, déjà il faut penser à acquérir sa résidence principale. Hein. Il faut déjà commencer par ça. Hein. Mais à un moment donné, il faut penser à faire d'autres projets. Et puis plus tôt on commence, mieux c'est, quoi. Donc pour toi, être propriétaire de sa résidence principale, c'est une base, c'est quelque chose de presque obligatoire, on va dire, pour être tranquille? Ouais, j'ai envie de dire c'est une base, effectivement, ça, et puis également propriétaire peut-être des locaux professionnels, si c'est nécessaire ou pas. Ça peut être une base, effectivement, pour commencer, ouais. Très bien. Donc là, on est plus parti sur les conseils à la fin que sur vraiment ton parcours à toi. Mais c'est intéressant quand même, puisque un expert comptable, comme tu disais, c'est un partenariat privilégié de l'entrepreneur. Et le podcast, il s'adresse principalement aux entrepreneurs, notamment aux jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer, ceux peut-être qui se sont lancés depuis quelques temps et qui ont des périodes de doute, surtout en ce moment avec la période de Covid. Est-ce que toi, tu as un conseil justement pour essayer de passer cette période difficile, justement cette année 2020 qui est quand même très particulière? Il y a quelques petites aides qui ont été données pour les entreprises. Pour certains, ça peut suffire, pour d'autres, c'est largement pas le cas. Quelles sont les choses qui peuvent être faites ou mises en place dans une entreprise pour passer cette difficulté? Ouais, je pense que l'État français a fait quand même beaucoup de choses, même si c'est jamais suffisant, mais ils ont quand même fait beaucoup de choses, je pense, pour les entreprises, avec le chômage partiel pour les salariés, pour les entrepreneurs, les 1500 € qu'ils ont pu obtenir, enfin, parfois c'était proratisé. Quelqu'un m'avait dit qu'une coiffeuse à son compte à Bâle, en Suisse, avait reçu 200 francs suisses, point barre, c'était tout, quoi. Donc là, quand on voit ça, on se dit, mince, en France, on a quand même eu la chance d'avoir des aides. Mais enfin, pour beaucoup, ça restait quand même des gouttes d'eau, hein, parce que la meilleure aide qu'il fallait, c'était de pouvoir recommencer à travailler, quoi, remettre de la vie dans tout ça. Donc il y a certains secteurs qui ont beaucoup souffert, hein, je pense, la restauration ou dans l'événementiel, il y a des endroits où c'était très difficile, hein, et ça met un peu plus de temps à reprendre. Mais moi j'ai envie de dire, il faut rester positif, hein, et la mécanique se remet en route. Pour certains, ça se remet en route plus vite que d'autres, hein, mais elle se remet en route. Il faut maintenant arriver à passer le cap. Ce qui est important, mais ça c'est avant la crise qu'il fallait veiller à ça. Moi, je suis sensible à un sujet, il faut pas être trop endetté. On a parlé des investissements immobiliers, ok, c'est important, mais il faut quand même pas se mettre dans le rouge, quoi. Il y a parfois des clients qui vont dans la zone rouge, orange foncé, et il faut pas être dans cette zone parce qu'effectivement, un imprévu comme le Covid, et puis ça devient vite compliqué, quoi. Il faut quand même arriver à gérer avec prudence. Il y a parfois des banquiers qui vous incitent à faire des prêts pour tout et n'importe quoi. Moi, je suis quand même dans un schéma, faut être vigilant, faut y aller étape par étape, quoi. La vie est longue, on a le temps, hein, pour faire son parcours. Aller trop vite, c'est parfois délicat, donc mais ça c'était avant la crise, hein, qu'il fallait éviter d'être dans des situations de surendettement, hein. Mais moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on reste confiant par rapport à cette pandémie. Bon, voilà, on parle beaucoup d'un retour, d'une reprise du Covid, mais c'est vrai, moi personnellement, je suis confiant plutôt pour penser que tout ça va passer et qu'on va pouvoir retravailler, peut-être avec des masques, mais ce qu'il faut, c'est retravailler, que chacun puisse faire son boulot, son business, et ça va repartir, quoi. Très bien. Alors comme tu le disais, effectivement, une crise, ça ne se prévoit pas, mais tu peux anticiper le fait qu'à un moment ou à un autre, il y a des difficultés, en faisant en sorte de ne pas être trop endetté, comme tu le disais. Une crise comme le Covid, justement, ça doit servir aussi à réfléchir à pourquoi aujourd'hui je suis dans les difficultés, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment avant. Est-ce que toi, si maintenant il y avait des choses que tu avais pu changer il y a quelque temps, pour que ça se passe mieux en ce moment? Est-ce que toi, dans ton entreprise, t'aurais changé quelque chose? Alors déjà, tu poses la question, est-ce qu'on peut prévoir une chose pareille? Alors, tout le monde va dire non, on ne peut pas prévoir une chose pareille. Bien que, début février, donc bien avant la crise, ou en janvier, ils avaient annoncé, les médias,
baisse record du chômage en 2019. Et là, c'était un grand cocorico dans tous les médias, baisse record du chômage en 2019. Et le journaliste, il a rajouté, et c'est ce rajout qui m'a donné froid dans le dos, il a rajouté, la dernière fois en France qu'on a eu une baisse similaire, c'était en 2008, avant la crise. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris, ça devient chaud. Et moi, j'avais rencontré quelques personnes, j'aurais dit, écoutez, voilà, il y a cette information. Si vous avez de l'argent à la bourse, à droite, à gauche, moi, ce que je disais aux gens en janvier-février, c'était sécuriser. Sécuriser vos avoirs, parce que ça peut parfois fondre très vite. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait cette information en janvier qui circulait. On peut là, le chômage baisse record en 2019. Comme en 2008, et c'est ce comme en 2008 qui m'a vraiment donné froid dans le dos. Je dis attention, il y a quelque chose qui peut arriver, quoi. Alors, personne ne s'attendait à ce que ce soit un virus qui allait mettre le feu aux poudres, mais la situation, elle était déjà propice à une crise, quoi. Et donc, il faut être vraiment vigilant. Moi, j'ai envie de dire de pas se mettre dans le rouge, quoi, au niveau de sa situation personnelle. De ne pas donner trop de caution personnelle, investir oui, mais il faut limiter un peu tout ça. Je pense que ça c'est important quand même de pas trop s'exposer, quoi. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si maintenant, pour terminer, je vais te demander, comme je fais à chaque fois, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'entreprise ? Un conseil important, quelque chose qui est vrai, quel que soit le métier dans lequel il veut se lancer, quel que soit le domaine. Alors déjà, il y a parfois des personnes qui hésitent ou ils ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de l'échec ou peur de... Bon, ok, mais moi je me dis, c'est dommage parce que si la personne n'a pas essayé, toute sa vie elle aura peut-être des regrets de ne pas avoir essayé. Donc moi j'ai envie de dire d'avoir le courage de se lancer dans un domaine où on a un métier, où on a une compétence, hein. Je veux dire, moi je pense que il faut se lancer et devenir indépendant, hein. C'était ce que j'avais dit au départ de notre enregistrement, devenir indépendant, c'est quand même quelque chose de formidable, de pouvoir soi-même organiser sa vie, son planning, ses choix. Et je pense que c'est important effectivement d'arriver à l'indépendance, et l'entrepreneuriat permet effectivement d'atteindre cet objectif. Ouais. Mais j'ai envie de dire, il faut pas rentrer dans des schémas de surendettement. Voilà. Il faut pas se tromper quand on rachète une entreprise de pas l'acheter trop cher. Il faut que tout ça reste cohérent et avancer étape par étape. Ne pas forcément vouloir brûler les étapes, aller trop vite. On risque de se casser les dents. Mais étape par étape, je pense que on grandit de manière cohérente. Très bien, merci. Merci pour cet échange, merci pour ton temps. Bah écoute, je te remercie Steve d'être venu vers moi, c'était sympathique de pouvoir échanger. En fait, comme j'ai parlé aujourd'hui, je pense que j'ai jamais parlé comme ça à qui que ce soit, hein. Donc cet enregistrement est un peu particulier, hein. Donc merci Steve, hein, d'être venu me voir, hein. Merci David Colomb, merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à m'aider à votre tour en partageant ce podcast auprès de votre entourage, en le notant et en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines sorties. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.